Un de mes amis est un nouveau parent et utilise beaucoup ChatGPT pour poser des questions. C'est devenu une très bonne ressource. Et vous êtes un nouveau parent, et dans quelle mesure ChatGPT vous a-t-il aidé? Beaucoup. Je veux dire, évidemment, les gens ont pu s'occuper de bébés sans ChatGPT pendant longtemps. Je ne sais pas comment j'aurais fait ça. Les premières semaines, c'était constant. Maintenant, je lui pose plutôt des questions sur les étapes de développement, car je maîtrise les bases. C'est normal? Oui, mais ça a été super utile pour ça. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont mon enfant utilisera l'IA à l'avenir. C'est un peu d'ailleurs une pilule pour les enfants. Je pense que tout le monde devrait avoir beaucoup d'enfants. Oui. Beaucoup de mes amis chez OpenAI, d'anciens et d'actuels collègues, ont des enfants. Tous ceux que je connais en interne sont très optimistes et fondent des familles. Je pense que c'est un bon signe. Par exemple, mes enfants ne seront jamais plus intelligents que l'IA, mais aussi ils grandiront. C'est une façon de les rabaisser, cela dit. Je veux dire, ils grandiront en étant beaucoup plus capables que nous, et ils pourront faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, et ils seront très bons pour utiliser l'IA. Et évidemment, j'y pense beaucoup, mais je pense bien plus à ce qu'ils auront et que nous n'avons pas eu, et à ce qui leur sera enlevé. Je ne pense pas que mes enfants seront un jour dérangés par le fait qu'ils ne sont pas plus intelligents que l'IA. Oui. Je pense juste que, vous savez, il y a cette vidéo qui m'a toujours marqué, d'un bébé ou d'un petit enfant avec un de ces vieux magazines glacés qui faisait ça sur l'écran. Parce que c'est un iPad. Il pensait que c'était un iPad cassé. Et, vous savez, les enfants nés maintenant penseront juste que le monde a toujours eu une IA extrêmement développée. Et ils l'utiliseront incroyablement naturellement. Et ils regarderont cela comme une période très préhistorique. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux où un gars racontait qu'il en avait marre de parler à son enfant de Thomas le petit train, alors il l'a mis sur ChatGPT en mode vocal. Les enfants adorent le mode vocal de ChatGPT. Et il disait qu'une heure plus tard, l'enfant parlait encore de Thomas le petit train. Encore une fois, je soupçonne que tout ne sera pas bon. Il y aura des problèmes. Les gens développeront des relations parasociales plus ou moins, voire très, problématiques. Et la société devra trouver de nouvelles limites et... Mais les avantages seront énormes. Et nous, la société en général, est bonne pour trouver comment atténuer les inconvénients. Alors, oui, je pense que nous sommes optimistes. Nous voyons des données intéressantes. Utilisé en classe avec un bon professeur et un bon programme, ChatGPT devient très utile. Utilisé seul comme béquille pour les devoirs peut amener les enfants à faire la même chose qu'en cherchant sur Google. J'étais un de ces enfants pour qui tout le monde craignait que je ne fasse que tout googliser quand c'est sorti et que j'arrête d'apprendre. Et, vous savez, il s'avère que, relativement rapidement, les enfants et les écoles s'adaptent. Oui, donc je pense que nous allons nous en sortir. Pensez à ce que vous auriez pu devenir si vous n'aviez pas tout googlisé, Sam. Donc, nous avons vu ces chiffres d'adoption qui sont vraiment fous. C'est le produit le plus populaire d'OpenAI. Dans 5 ans, est-ce que ce sera encore ChatGPT? Je pense que ChatGPT sera une chose totalement différente dans 5 ans. Donc, dans un sens, non. Mais s'appellera-t-il toujours ChatGPT? Probablement. Oui. D'accord, donc c'est toujours le nom. L'autre chose que nous entendons, c'est l'AGI. Et j'aimerais entendre votre définition de l'AGI. À bien des égards, si vous m'aviez demandé, ou à n'importe qui d'autre, de proposer une définition de l'AGI il y a 5 ans, basée sur les capacités cognitives des logiciels, je pense que la définition que beaucoup auraient donnée est maintenant largement dépassée. Ces modèles sont intelligents maintenant. Exact. Et ils continueront de devenir plus intelligents. Ils continueront de s'améliorer. Je pense que de plus en plus de gens penseront que nous avons atteint un système AGI chaque année, même si la définition continuera d'être repoussée et de devenir plus ambitieuse. De plus en plus de gens seront toujours d'accord, mais vous savez, nous avons maintenant des systèmes qui augmentent vraiment la productivité des gens, capables de faire un travail économique précieux. Peut-être une meilleure question est, que faudra-t-il pour quelque chose que j'appellerais la super intelligence? Si nous avions un système capable soit de découvrir de nouvelles sciences de manière autonome, soit d'augmenter considérablement la capacité des gens à utiliser l'outil pour découvrir de nouvelles sciences, cela me semblerait presque par définition une super intelligence.
that would feel like kind of almost definitionally super intelligent. Et ce serait une chose merveilleuse pour le monde. Be a wonderful thing for the world, I think. En fait, beaucoup de cela est une sorte de gradient où ça ne cesse de s'améliorer. Et à chaque fois que nous affinons nos définitions, on se dit « Oh, c'est ça ». J'ai ressenti ça quand nous avons atteint GPT-4 en interne en jouant avec. Je me suis dit qu'il y avait 10 ans de développement devant nous pour faire tellement de choses avec ça. Et même quand cela commencera à s'utiliser seul. Mais quand vous dites que ça sort avec un nouveau théorème, ou une nouvelle preuve, ou quelque chose, et puis « Oh, hey, nous avons trouvé un meilleur remède contre le cancer », ou « J'ai découvert un nouveau médicament GLP », ou quelque chose. Oui, je crois fermement que l'amélioration de la vie des gens passe par davantage de progrès scientifiques. C'est ce qui nous limite. Is more scientific progress. Like that is kind of what limits us. And so if we can. Donc, si nous pouvons découvrir bien plus, je pense que cela aura un impact très significatif. Et pour moi, ce sera juste une étape extrêmement excitante. For me, that'll just be like a tremendously exciting milestone. Je pense que de nombreuses autres grandes utilisations de l'IA se produiront aussi, mais celle-là me semble vraiment importante. Avez-vous vu des signes de cela, diriez-vous en interne? Je ne dirais pas que nous avons trouvé la solution, mais je dirais qu'il y a une confiance croissante quant aux directions à suivre. The directions to pursue. Peut-être que, je veux dire, c'est l'exemple dont tout le monde parle, mais je pense que c'est toujours intéressant. Ce qui se passe avec les gens qui utilisent des systèmes d'IA pour écrire du code, et les codeurs étant beaucoup plus productifs, et donc les chercheurs aussi, c'est une sorte d'exemple de... D'accord, ce n'est évidemment pas de la nouvelle science, mais cela permet définitivement aux scientifiques de faire ce travail plus rapidement. Nous l'entendons souvent avec O3, de la part des scientifiques également. Je ne dirais pas que nous avons tout compris. Je ne dirais pas que nous connaissons l'algorithme. Nous pensons plutôt, nous pouvons diriger cela, et cela fera de la science tout seul. Mais nous obtenons de bonnes intuitions, et le rythme des progrès continue d'être tout simplement super impressionnant. Super impressive. En observant les progrès de 01 à 03, From 01 to 03. où toutes les 2 semaines, l'équipe disait « Nous avons une nouvelle idée majeure », et ils ont tous continué à travailler. And they all kept working. C'était un rappel qu'il arrive parfois, quand on découvre une nouvelle idée importante, que les choses peuvent aller étonnamment vite, et je suis sûr que nous le verrons encore de nombreuses fois. J'ai remarqué, récemment, OpenAI a juste déplacé le modèle et l'opérateur vers O3. Oui, j'ai remarqué une grande amélioration. Bien mieux. Et je dirais que le problème que nous rencontrions avant était la fragilité. Des gens promettent des systèmes autonomes, capables de faire toutes ces choses, mais dès qu'ils rencontrent un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre, ils s'effondrent. C'est intéressant, en parlant de la question de l'AGIA, beaucoup de gens m'ont dit que leur moment personnel avait été l'opérateur avec O3, et il y a quelque chose à voir, une IA utiliser un ordinateur assez bien, pas parfaitement, mais bien. O3 a été un grand pas en avant. Cela donne vraiment l'impression d'une IA générale. Cela n'a pas vraiment eu le même effet sur moi, bien que ce soit assez impressionnant. Mais j'ai entendu cela assez de fois. Le mien était avec la recherche approfondie, car cela semblait être une utilisation très utile de cette technologie. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu et que j'ai produit quelque chose sur un sujet qui m'intéressait, qui était meilleur que tout ce que j'avais lu auparavant. Car auparavant, tous ces modèles se contentaient d'obtenir un tas de sources, de les résumer. Mais quand j'ai vu le système aller sur Internet, obtenir des données, suivre cela, puis suivre cette piste, puis revenir, comme je l'aurais fait, mais en mieux, c'était intéressant. J'ai rencontré ce gars récemment. C'est un de ces autodidactes fous, obsédés par l'apprentissage et qui sait tout. Et il utilise la recherche approfondie pour produire un rapport sur tout ce qui l'intéresse. Et puis il reste là toute la journée. Et il est devenu bon pour les digérer rapidement et savoir quoi demander ensuite. Et c'est comme un nouvel outil incroyable pour les gens qui ont vraiment un appétit fou d'apprendre. J'ai construit ma propre application qui me permet littéralement de poser des questions et elle génère des fichiers audio pour moi à partir de ces informations, car c'est comme ça. Ma curiosité dépasse probablement ma capacité de rétention. Un opérateur, je vais vous raconter le moment magique pour moi, et je suis curieux de savoir où cela va aller ensuite, c'est quand je faisais quelque chose sur Marshall McLuhan, et que je voulais obtenir un tas d'images de Marshall McLuhan, et je lui ai demandé de le faire, et puis tout d'un coup, j'avais un dossier entier plein de ces choses, ce qui, pour une recherche, m'aurait pris une éternité à faire. Oui, je pense que nous allons continuer à voir des choses comme ça, où tout ce que nous pensions être le fonctionnement d'une IA et le temps qu'il lui faudrait, cela va changer de manière radicale et rapide. Oui. Comment l'utilises-tu? Recherche approfondie? Oui, la science sur laquelle je suis curieux. Je suis intéressé par ce drôle d'endroit où je suis extrêmement pressé par le temps. Si j'avais plus de temps, je lirais des rapports de recherche approfondie de préférence à la plupart des autres choses. Mais je suis un peu à court de temps pour lire en général.
Oui. Ce qui est également intéressant, c'est la fonction de partage, que j'adore, car il est maintenant plus facile de partager cela avec quelqu'un d'autre. Les PDF sont super et c'est cool. Et je dirais que, même si nous avons une recherche approfondie, nous avons ces outils, il y a une course au modèle en cours. Et la question se pose, qu'en est-il de GPT-5 ? Et l'idée est qu'avec un système comme ça, nous devrions voir une augmentation des capacités. Quel est le calendrier pour GPT-5 ? Quand allons-nous voir cela ? Probablement cet été. Je ne sais pas exactement quand. Une chose sur laquelle nous hésitons est de savoir dans quelle mesure nous sommes censés augmenter le grand nombre sur les nouveaux modèles, par rapport à ce que nous avons fait avec GPT 4.0, qui ne cesse de s'améliorer. Et quand j'ai dû gérer la recherche récente sur GPT 4, n'est-ce pas, quand cela sortait ? Et pendant ce temps, j'ai dû faire ce test entre cela et 3.5. Et 3.5 n'a cessé de s'améliorer, et les comparaisons que j'ai pu faire changeaient. Et c'est ma question. Est-ce que je connaîtrais GPT-5 par rapport à « Waouh, c'est un très bon GPT 4.5 » ? Probablement pas nécessairement. Je veux dire, ça pourrait aller dans les deux sens. N'est-ce pas ? On pourrait continuer à faire des itérations sur 4.5, ou à un moment donné, on pourrait l'appeler 5. Auparavant, il était beaucoup plus clair que nous entraînions un modèle et le mettions en ligne. Puis nous entraînions un nouveau grand modèle et le mettions en ligne. Et vous savez, maintenant les systèmes sont devenus beaucoup plus complexes, et nous pouvons continuellement les post-entraîner pour les améliorer. Nous y pensons en ce moment. Comme chaque fois, disons que nous lançons GPT-5 et que nous le mettons à jour, et le mettons à jour, et le mettons à jour, devrions-nous continuer à l'appeler GPT-5, comme nous l'avons fait avec GPT 4.0, ou devrions-nous l'appeler 5.1, 5.2, 5.3, pour que vous sachiez quand la version change ? Je ne pense pas que nous ayons encore de réponse à cela. Mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire que la façon dont nous l'avons géré avec 4.0, et nous voyons cela périodiquement. Parfois, les gens aiment beaucoup plus une version qu'une autre, et ils voudront peut-être continuer à utiliser celle-ci, et nous devons trouver quelque chose ici. Oui, c'est le défi, même si vous êtes techniquement enclin, vous pouvez en quelque sorte comprendre, ok, s'il y a un O avant, je sais ça, mais si je veux, vous savez, mais même là ce n'est pas clair, devrais-je utiliser O4 mini, devrais-je utiliser O3, devrais-je utiliser ça ? Je pense que c'était un artefact de paradigme changeant. Et puis nous avons en quelque sorte eu ces deux choses qui se déroulaient en même temps. Je pense que nous sommes près de la fin de ce problème actuel. Mais je peux imaginer un monde, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux imaginer un monde où nous découvrons un nouveau paradigme, qui signifie que nous devons bifurquer l'arbre des modèles, avec des noms encore plus compliqués. J'espère que nous n'aurons pas à faire cela. J'ai hâte d'arriver à GPT-5 puis à GPT-6, et je pense que ce sera plus facile pour les gens à utiliser, et vous n'aurez pas à vous demander si vous voulez, vous savez, O4 mini, ou O3, ou 4.0. O4 mini, c'est ce que j'utilise pour coder. Quand nous avons une conversation, c'est O3. Je pense que nous allons nous sortir de tout ce désordre bientôt. Oui, c'est amusant d'avoir le choix quand on sait ce que ça veut dire. Je pense que l'une des choses qui a rendu ces choses plus capables, mais aussi plus difficiles à comprendre d'où viennent les capacités, ce sont les intégrations comme la mémoire. Et la mémoire a commencé comme une chose très simple, et maintenant la mémoire est beaucoup plus sophistiquée. La mémoire est probablement ma fonctionnalité ChatGPT préférée récemment. Vous savez, la première fois que nous avons pu parler à un ordinateur, comme GPT-3 ou autre, cela a semblé être un très gros problème. Et maintenant, l'ordinateur, je sens qu'il connaît beaucoup de contexte sur moi. Et si je lui pose une question avec seulement un petit nombre de mots, il en sait suffisamment sur le reste de ma vie pour être assez confiant dans ce que je veux qu'il fasse. Parfois, d'une manière à laquelle je ne pense même pas. C'était vraiment une amélioration surprenante. Et j'entends ça de beaucoup d'autres personnes aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais la plupart des gens aiment vraiment. Je pense que nous nous dirigeons vers un monde où l'IA aura un contexte incroyable sur votre vie et vous donnera des réponses super utiles. Ce qui pour moi est cool, le fait de pouvoir l'éteindre est aussi génial. Mais l'un des défis qui est apparu, c'est que dans le procès en cours du New York Times avec OpenAI, ils ont juste demandé à la cour de dire à OpenAI qu'ils devaient conserver les enregistrements des utilisateurs de ChatGPT au-delà de la fenêtre de 30 jours, qui doit être conservée pour des raisons régulières. Et Brad Lightcap vient d'écrire une lettre répondant à cela. Pouvez-vous expliquer la position d'OpenAI ? Nous allons nous battre, évidemment, et je soupçonne, j'espère, mais je pense que nous allons gagner. Je pense que c'était un dépassement fou du New York Times de demander cela. Ah, c'est quelqu'un qui dit, vous savez, qu'il valorise la vie privée des utilisateurs, et ainsi de suite. Mais j'aimerais voir le bon côté des choses ici. J'espère que ce sera un moment où la société réalisera que la vie privée est vraiment importante, et qu'elle doit être un principe fondamental de l'utilisation de l'IA.
You cannot have. On ne peut pas avoir une entreprise comme le New York Times demander à un fournisseur d'IA de compromettre la vie privée des utilisateurs. And I think society needs to. Je pense qu'il est vraiment regrettable que le New York Times ait fait cela. Mais j'espère que cela va accélérer la conversation que la société doit avoir sur la façon dont nous allons traiter la vie privée et l'IA. Et j'espère que la réponse est que nous prenons cela très très au sérieux. Les gens ont des conversations assez privées avec ChatGPT maintenant. ChatGPT sera une source d'informations très sensible, et je pense que nous avons besoin d'un cadre qui reflète cela. Donc, cela soulève l'autre question des personnes qui l'utilisent ou qui sont sceptiques, à savoir que OpenAI a maintenant accès à ces données, et il y a une inquiétude, l'une concernait la formation, pour laquelle OpenAI a été très clair sur le moment où elle est ou non en formation. Vous avez la possibilité de désactiver cela. L'autre point concerne la publicité et des choses similaires. Quelle est l'approche d'OpenAI à ce sujet ? Comment allez-vous gérer cette responsabilité ? Nous n'avons pas encore fait de produits publicitaires. Je ne suis pas totalement contre. Je peux citer des domaines où j'aime les publicités. I like ads. Je trouve les publicités sur Instagram plutôt sympas. J'ai acheté plein de choses grâce à elles. Mais je pense que ce serait très difficile. Il faudrait beaucoup de prudence pour bien faire les choses. Oui. Les gens ont une très grande confiance en ChatGPT. Ce qui est intéressant parce que l'IA hallucine, ce devrait être la technologie à laquelle on ne fait pas beaucoup confiance. Mes amis écoutent aussi, alors je leur fais confiance aussi. Les gens le font vraiment. Je pense qu'une partie de cela, c'est si vous nous comparez aux médias sociaux, ou, vous savez, à la recherche web ou autre. Où vous pouvez en quelque sorte dire que vous êtes monétisé, et que l'entreprise essaie de vous fournir de bons produits et services, sans aucun doute, mais aussi de vous faire cliquer sur des publicités ou autres. Par exemple, à quel point croyez-vous que vous obtenez ce que cette entreprise pense être le meilleur contenu pour vous, par opposition à quelque chose qui essaie aussi d'interagir avec les publicités ? Je pense qu'il y a un aspect psychologique là-dedans. Alors, par exemple, je pense que si nous commencions à modifier le résultat, comme le flux qui provient du LLM, en échange de ceux qui nous paient le plus, ce serait vraiment désagréable. In exchange for who is paying us more. That would feel really bad. Et en tant qu'utilisateur, je détesterais cela. Je pense que ce serait un moment de destruction de la confiance. Peut-être que si nous disions simplement « Et nous n'allons jamais modifier ce flux », mais si vous cliquez sur quelque chose qui serait de toute façon ce que nous montrerions, nous obtiendrions une petite partie des revenus de la transaction. Et c'est un montant fixe pour tout le monde. Si nous avons un moyen facile de payer pour cela ou autre chose, peut-être que cela pourrait fonctionner. Peut-être qu'il pourrait y avoir des publicités en dehors du flux de transactions, en dehors du flux LLM, qui sont toujours très bonnes, mais la charge de la preuve devrait être très élevée, et cela devrait sembler vraiment utile aux utilisateurs, et très clair que cela n'interférait pas avec la sortie du LLM. Oui, ce sera difficile. J'espère qu'il y aura une solution. J'adorerais faire tous mes achats via ChatGPT ou un très bon chatbot, car la plupart du temps, j'ai l'impression de ne pas prendre les décisions les plus éclairées. Oui, c'est bien si nous pouvons le faire d'une manière vraiment claire et alignée. Mais je ne sais pas, j'aime le fait que nous construisions de bons services, que les gens nous paient pour eux. C'est très clair, c'est... Quel est l'avantage ? Je dirais que la différence entre les modèles est que je pense que Google construit d'excellentes choses. Je pense que le nouveau Gemini 2.5 est un très bon modèle. C'est un très bon modèle, oui. Ils sont passés de mouais à oh, ces gars sont bons. Mais en fin de compte, Google est une entreprise de technologie publicitaire. Et c'est ce qui me... Vous savez, en utilisant leur API et tout ça, je ne suis pas trop inquiet, bien que... Mais je me dis, si j'utilise leur chatbot ou quoi que ce soit d'autre, ma pensée est que leurs intentions sont alignées. La recherche Google a été un produit incroyable pendant longtemps. J'ai l'impression que sa qualité s'est dégradée. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup de publicité, mais je pensais toujours que c'était la meilleure chose sur Internet. J'adore la recherche Google. Ce n'est pas comme si c'était impossible d'être une bonne entreprise basée sur la publicité. Mais, et je respecte beaucoup de choses que Google a faites, mais il y a évidemment des problèmes. Oui, le modèle d'Apple, en tant qu'utilisateur Apple, ce que j'aimais, c'était que je savais que je payais cher pour mon téléphone. Mais je savais qu'ils n'essayaient pas d'y fourrer toutes ces choses. Ils ont fait des publicités, ce qui n'était pas très efficace, ce qui montrait probablement que leur cœur n'y était pas vraiment. Leur cœur n'y était vraiment pas. Oui, donc ça va être intéressant, je suppose. Nous devons juste continuer à observer et à voir. Et nous commençons à penser, mon Dieu, ChatGPT pousse vraiment ça. Je dois commencer à m'interroger à ce sujet. Tout ce que nous faisons,
nous devrions évidemment être incroyablement transparents et clairs à ce sujet. Donc, nous avons eu un problème. Il y a eu une mise à jour du modèle. Et puis l'idée, ce qui s'est passé, c'est que le modèle essayait apparemment d'être un peu trop complaisant, d'être un peu trop agréable, et cela soulève la question de l'interaction homme-IA, car les gens utilisent ces systèmes de plus en plus et développent une relation avec eux. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cela, et quelle est la position d'OpenAI sur la personnalité ? L'une des grandes erreurs de l'ère des médias sociaux a été que les algorithmes de flux ont eu de nombreuses conséquences négatives imprévues sur la société dans son ensemble, et peut-être même sur les utilisateurs individuels. Bien qu'ils fassent ce qu'un utilisateur voulait, ou ce que quelqu'un pensait que l'utilisateur voulait à ce moment-là, c'est-à-dire les inciter à passer du temps sur le site. Et ce fut le grand désalignement des médias sociaux, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres choses, comme, vous savez, énerver les gens les rendait plus accros que de les rendre heureux et satisfaits. Et j'ai toujours su qu'il y aurait de nouveaux problèmes dans le monde de l'IA, où la chose qui serait désalignée de manière non évidente, mais certainement l'une des premières que nous avons expérimentées fut si vous demandez à un utilisateur ce qu'il veut pour une réponse donnée, par rapport à la tentative de construire un modèle qui serait le plus utile à l'utilisateur. Vous montrez à un utilisateur, disons, 2 réponses, et vous lui demandez laquelle lui est la plus utile. Pour une chose donnée, vous pourriez vouloir qu'un modèle se comporte d'une certaine manière, mais au cours de toutes vos interactions avec une IA, cela pourrait ne pas correspondre. Vous pouvez voir, et nous l'avons vu, ces problèmes où si vous accordez trop d'attention aux signaux de l'utilisateur, et beaucoup d'autres choses dont nous avons parlé dans notre post-mortem, mais je pense que c'est juste un cas intéressant. Donc, à court terme, vous n'obtenez pas le comportement que l'utilisateur souhaite le plus, ou qui lui est le plus utile, ou sain à long terme. Peut-être que l'analogie avec les bulles de filtre sera celle des IA qui sont utiles à un utilisateur à court terme, mais pas à long terme. Pourquoi ? Je pense qu'un signe de cela a été DALL-E 3, qui techniquement était un modèle très performant, mais ils ont tous commencé à être d'un seul genre d'image. Dans un style HDR, et c'est ce qui ressortait des comparaisons, où les utilisateurs disaient qu'en regardant juste ces 2 choses isolément, ils préféraient celle-ci. Je ne me souviens pas pour DALL-E 3, mais je suppose que oui. Oui. Je pense que cela s'est amélioré, le nouveau modèle d'image est fantastique, incroyablement bon. Oui. Et je ne peux qu'imaginer où cela va nous mener. Donc, quand vous construisez ces choses et que l'utilisation augmente, cela a toujours été un problème. Le nouveau modèle d'image sort, vous devez restreindre l'utilisation, et vous devez avoir Sora, ce qui illustre le gros problème auquel tout le monde est confronté, c'est le calcul. Et donc, pour y remédier, nous avons entendu parler du projet Stargate, qui a un nom très cool et qui implique des ordinateurs. À part ça, je pense que beaucoup de gens se disent, et leur prix, $1 demi-billion, on se dit, attends, quelle est la description simple que je donne à ma mère sur Stargate ? Je pense que c'est assez simple, c'est un effort pour financer et construire une quantité de calculs sans précédent. Il est absolument vrai que nous n'avons pas assez de puissance de calcul pour permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, mais si les gens savaient ce que nous pourrions faire avec plus de puissance de calcul, ils en voudraient beaucoup, beaucoup plus. Il y a donc cet écart incroyablement énorme entre ce que nous pouvons offrir au monde aujourd'hui et ce que nous pourrions s'offrir au monde avec 10 fois plus de puissance de calcul, ou, espérons-le un jour, 100 fois plus. Ce qui différencie l'IA des autres technologies sur lesquelles j'ai travaillé. Ou du moins, l'IA, l'ampleur de sa diffusion, utile à des centaines de millions, des milliards de personnes à travers le monde, c'est juste l'énormité de l'investissement en infrastructures nécessaires. Donc, Stargate est un effort pour rassembler beaucoup de capitaux, de technologies et d'expertise opérationnelle, afin de construire l'infrastructure nécessaire pour fournir la prochaine génération de services à tous ceux qui les veulent, et rendre l'intelligence aussi abondante et bon marché que possible. C'est donc un projet massif, un projet mondial, nous en avons parlé précédemment, l'un des partenaires est les EO. Vous travaillez là-dessus, vous travaillez avec d'autres gouvernements du monde entier sur ce sujet. L'une des considérations est, on a demandé sur les réseaux sociaux, $1 demi-billion, $500 milliards, avez-vous l'argent ?
Nous n'avons pas littéralement l'argent sur le compte bancaire aujourd'hui, mais nous le faisons. Est-ce dans la pièce en ce moment? Ce n'est pas dans la pièce en ce moment, mais nous le déploierons au cours des prochaines années. À moins que quelque chose ne tourne vraiment mal et qu'il s'avère que nous ne puissions pas construire ces ordinateurs, je suis confiant que les gens sont prêts pour cela. Je suis allé récemment sur le premier site que nous construisons à Abilene. Ce sera environ à peu près 10% de tout l'engagement initial envers Stargate, le genre de 500 milliards. C'est incroyable à voir, c'est une échelle. Je savais dans ma tête à quoi ressemble un site à l'échelle du gigawatt. Mais ensuite, aller en voir un en construction et les milliers de personnes qui s'affairent sur le chantier. Et aller se tenir à l'intérieur des salles où les GPU sont installés et juste regarder à quel point tout le système est complexe et la vitesse à laquelle il avance, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Nous aurons bientôt plus à partager sur les prochains sites, mais il y a une excellente citation sur un crayon, juste un crayon standard en bois et en graphite, et comment personne ne pourrait le fabriquer seul. Oh, un crayon. Et c'est cette magie du capitalisme, ce miracle en fait, que le monde se coordonne pour faire ces choses. The world gets coordinated to do these things and standing inside of the first Stargate. Et en me tenant à l'intérieur du premier site Stargate, je pensais vraiment à la complexité globale qu'il a fallu pour faire fonctionner ces racks de GPU. Quand vous sortez votre téléphone et que vous tapez quelque chose dans ChatGPT et que vous obtenez la réponse, vous ne pensez probablement même plus que c'est particulièrement surprenant. Vous vous attendez juste à ce que ça fonctionne. Il fut un temps, peut-être la première fois que vous avez essayé, où vous vous êtes dit « c'est vraiment incroyable ». Mais le travail qui s'est produit au cours des 1000 dernières années, ou du moins des centaines d'années, de personnes travaillant incroyablement dur pour obtenir ces précieuses découvertes scientifiques, puis pour construire l'ingénierie et les entreprises et les chaînes d'approvisionnement complexes et reconfigurer le monde, tout ce qui a dû se produire pour que ce rack de magie soit mis en place quelque part. Pensez à tout ce qui a été nécessaire pour cela et remontez jusqu'aux personnes qui extrayaient des roches du sol et observaient ce qui se passait, de sorte que vous pouvez maintenant simplement taper quelque chose dans ChatGPT et il fait quelque chose pour vous. J'ai lu une histoire en coulisses sur le développement du projet Stargate et les partenariats internationaux, en particulier les Émirats Arabes Unis, et qu'Elon Musk avait tenté de faire échouer cela. Et qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Quel est votre avis là-dessus? J'avais dit, aussi publiquement, mais au moins en interne après l'élection, que je ne pensais pas qu'Elon allait abuser de son pouvoir au sein du gouvernement pour concourir de manière déloyale. Et je regrette de dire que je me suis trompé à ce sujet. Je n'aime pas me tromper en général, mais surtout je trouve vraiment regrettable pour le pays qu'il fasse ces choses. Et je ne pensais sincèrement pas qu'il allait le faire. Je suis reconnaissant que l'administration ait vraiment fait ce qu'il fallait et ait tenu tête à ce genre de comportement. Mais oui, ça a été pénible. Je pense que ce qui a changé, et je crois que Greg Brockman en a juste parlé, c'est qu'il y a quelques années, les gens pensaient que celui qui arrivait en premier était le gagnant, et que c'était fini, le jeu était terminé. Et maintenant, nous réalisons qu'il existe d'excellents laboratoires d'IA ailleurs. Anthropic construit d'excellents outils. Je pense que Google a vraiment relevé son niveau, il se passe de bonnes choses partout, et ce ne sera pas une seule personne qui remportera tout. Oui, je suis d'accord. Et donc, il semble, oui, l'exemple que j'aime le plus, c'est la découverte de l'IA était analogue à cela, pas parfaite, mais proche. À la découverte du transistor de nombreuses manières, étonnamment nombreuses. Mais de nombreuses entreprises vont bâtir de grandes choses là-dessus, puis cela finira par s'infiltrer dans presque tous les produits. Mais vous ne penserez pas à utiliser des transistors tout le temps. Alors, oui, je pense que beaucoup de gens vont construire des entreprises très prospères basées sur cette incroyable découverte scientifique. Et j'aimerais qu'Elon soit moins à somme nulle à ce sujet. Oui, je pense que le gâteau va juste grossir et grossir si on y pense. J'étais à une conférence sur l'énergie, et il était intéressant de parler aux personnes impliquées dans la production d'énergie et tout le reste. Et l'hyperscaling, le terme qu'ils utilisaient pour cela, était un sujet.
Et cela soulève les exigences en matière d'énergie. Je sais que pour Grok 3, apparemment, ils ont dû installer des générateurs sur le parking pour pouvoir entraîner ce modèle. Et la question est, d'où va venir l'énergie? L'argent, je comprends, mais l'énergie, si l'on pense à l'ampleur de l'énergie nécessaire. Je pense un peu partout. C'est ça. Je pense que c'est un grand mélange actuellement. Finalement, je crois que Je suis très enthousiaste à propos du nucléaire avancé, à la fois la fission et la fusion. Mais pour l'instant, je pense que c'est un mélange complet de l'ensemble du portefeuille. C'est ça. Gaz, solaire, je veux dire, vraiment, nucléaire, tout. Donc tout ce qui précède et le reste. Oui, je parlais à des gens dont certains travaillaient dans des régions comme l'Alberta, où ils disaient que nous avions beaucoup d'accès à l'énergie, et pas autant d'utilisation là-bas, etc. Et c'était une image complète à laquelle je n'avais même pas pensé. Vous savez, traditionnellement, il est très difficile de déplacer l'énergie à travers le monde. Mais si vous échangez l'énergie contre l'intelligence, et que vous déplacez ensuite l'intelligence autour du monde, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous pourriez installer le gigantesque centre d'entraînement, ou même les grands clusters d'inférence dans de nombreux endroits, puis simplement envoyer la sortie via Internet. Il y avait un orateur à l'ouverture. Je suis venu à un événement et quelqu'un travaillait, je crois, sur le télescope spatial James Webb, et il a parlé de son plus grand goulot d'étranglement. Ils sont sur le point de recevoir des téraoctets de données, mais il n'a pas de scientifiques pour y travailler, pas assez de personnes pour analyser les données. Et ici, nous avons ces réponses sur l'univers, quoi que ce soit devant nous, et c'est comme un gros problème de données. Oui, j'ai toujours plaisanté en disant qu'une chose que nous devrions faire quand nous aurons assez d'argent, quand OpenAI aura assez d'argent, c'est de construire un gigantesque accélérateur de particules et résoudre la physique des hautes énergies une fois pour toutes. Parce que je pense que ce serait une chose triomphale et merveilleuse. Mais je me demande quelles sont les chances qu'une IA très intelligente puisse examiner les données que nous avons actuellement, sans plus de données, sans plus grand accélérateur de particules, et simplement le comprendre. Ce n'est pas impossible. Oui, et oui, donc il y a cette question de savoir si, d'accord, il y a déjà beaucoup de données disponibles. Il y a beaucoup de gens intelligents dans le monde, mais nous ne savons pas jusqu'où l'intelligence peut aller. Sans plus d'expérience, combien de plus pourrions-nous comprendre? Je me souviens d'avoir lu quelque chose qui expliquait qu'au début des années 1990, quelqu'un avait découvert une sorte d'Ozempic. Il l'avait présenté à une entreprise pharmaceutique, qui avait répondu « Nous allons laisser passer cette opportunité ». Et c'est un médicament qui a changé la vie de nombreuses personnes. Par exemple, pour ceux qui souffrent d'obésité chronique, cela améliore leur qualité de vie. Oui. Et on se dit « Oh, ça traînait là depuis 25 ans ». Je soupçonne qu'il y a beaucoup d'autres exemples que nous trouverons où nous avons peut-être déjà des médicaments existants dont nous savons qu'ils font quelque chose de bien, mais ils sont réutilisables d'une autre grande manière, ou avec quelques petites modifications, nous sommes très proches de quelque chose de grand. Et c'est très encourageant d'entendre des scientifiques utiliser même les modèles de la génération actuelle pour ce type de travail. Donc, il semblerait que l'une des choses dont nous aurons besoin pour les modèles de prochaine génération, ce sont des modèles qui comprennent la physique et la chimie, etc. Est-ce que Sora est une sorte de tentative dans ce sens? Il comprendra la physique newtonienne. Je ne sais pas si cela nous aidera à découvrir de nouvelles chimies, ou de la physique nouvelle, ou de la physique théorique nouvelle, ou ce que vous voulez. Mais je suis optimiste que les techniques que nous utilisons pour les modèles de raisonnement nous aideront beaucoup avec ces choses-là. D'accord. Et quelle est la définition courte du fonctionnement d'un modèle de raisonnement par rapport à ma simple question à GPT 4.1? Les modèles GPT peuvent raisonner un peu. Et en fait, l'une des choses qui a vraiment enthousiasmé les gens au début des modèles GPT, c'est que vous pouviez obtenir de meilleures performances en disant au modèle « pensons étape par étape ». Et il produisait alors un texte qui pensait étape par étape et obtenait une meilleure réponse. Ce qui était assez étonnant que cela fonctionne du tout. Les modèles de raisonnement poussent cela encore plus loin. Donc l'idée est que lorsqu'il peut décomposer la question, il peut passer plus de temps sur chaque étape. Quand vous me posez une question, si c'est une question très facile, je pourrais vous répondre presque par réflexe. Mais si c'est une question plus difficile, je pourrais réfléchir en moi-même. J'aurais mon monologue intérieur. Je me dirais, je pourrais faire ceci ou cela. Ou peut-être que ce serait plus clair. Je ne suis pas sûr de cela. Et je pourrais revenir en arrière et retracer mes pas, et puis quand j'aurai fini de réfléchir, et que j'aurai, vous savez, réfléchi en anglais, je pourrais alors, vous savez, faire quelques points, et ensuite vous donner une réponse en anglais. Une chose intéressante que j'ai observée maintenant, quand j'utilise l'application, si je pose une question de recherche approfondie ou autre, et que je m'éloigne sur mon écran de verrouillage,
j'ai la notification qu'elle est toujours en cours de traitement et de réflexion. J'ai entendu dire qu'une autre entreprise, je ne me souviens plus laquelle, utilisait une métrique sur le temps qu'une chose passait. Je crois que c'était Anthropic. Il disait par exemple, ce modèle a passé 15 ou 30 minutes, ou peu importe la durée, à réfléchir à un sujet. C'est une bonne métrique, mais il faut qu'elle donne la bonne réponse. Et j'ai trouvé que c'était un paradigme intéressant. Une chose qui m'a surpris, c'est que les gens sont étonnamment prêts à attendre une excellente réponse, même si le modèle doit réfléchir un certain temps. Tous mes instincts ont toujours été, la réponse instantanée est ce qui compte, et les utilisateurs détestent attendre. Et pour beaucoup de choses, c'est vrai. Mais pour les problèmes complexes nécessitant une très bonne réponse, les gens sont tout à fait prêts à attendre. Oui. Nous avons tous ces outils, toutes ces choses, jusqu'à présent j'utilise mon téléphone, et maintenant OpenAI vient d'annoncer que vous construisez du matériel, vous avez eu la vidéo avec vous et Johnny Ive qui parlait de votre collaboration depuis quelques années. Évidemment, vous ne pouvez pas, enfin je peux vous demander, l'avez-vous sur vous en ce moment? Non, ce n'est pas le cas. Cela prendra du temps. Nous allons essayer de faire quelque chose avec un niveau de qualité incroyablement élevé, et cela ne vient pas rapidement. Mais les ordinateurs, les logiciels et le matériel, la façon même dont nous concevons les ordinateurs actuels, ont été conçus pour un monde sans IA. Et maintenant, nous sommes dans un monde très différent. Et ce que vous attendez du matériel et des logiciels change très rapidement. Vous pourriez vouloir quelque chose qui soit beaucoup plus conscient de son environnement, qui ait beaucoup plus de contexte dans votre vie. Vous pourriez vouloir interagir avec lui d'une manière différente que de taper et de regarder un écran. Et nous explorons cela depuis un certain temps, et nous avons quelques idées qui nous enthousiasment vraiment. Je pense qu'il faudra du temps aux gens pour s'habituer à ce que signifie utiliser un ordinateur dans ce genre de monde, car c'est tellement différent maintenant. Mais si vous faisiez vraiment confiance à une IA pour comprendre tout le contexte de votre vie et de votre question, et pour prendre de bonnes décisions en votre nom, ou vous pourriez la faire assister à une réunion, écouter toute la réunion, savoir ce qu'elle est autorisée à partager avec qui et ce qu'elle ne doit partager avec personne, et le genre de préférence que vous auriez, et ensuite vous lui posez une seule question, et vous lui faites confiance pour faire les bons suivis avec les bonnes personnes. Alors vous pouvez imaginer une façon totalement différente d'utiliser un ordinateur pour obtenir ce que vous voulez. Donc, en quelque sorte, la façon dont nous interagissons avec ChatGPT va influencer l'appareil. On pourrait aussi dire que la façon dont nous interagissons avec ChatGPT a été influencée par la génération précédente d'appareils. Donc je pense que c'est une sorte de chose qui coévolue. Mais oui, je l'espère. L'une des choses qui a rendu le téléphone si omniprésent est le fait que je peux être en public et regarder l'écran. Je peux être en privé et avoir un appel téléphonique et lui parler. Et je pense que c'est l'un des défis pour les nouveaux appareils, c'est d'essayer de combler cet écart entre ce que nous utilisons en public et en privé. Les téléphones sont des choses incroyables, je veux dire. Ils sont vraiment fantastiques pour de nombreuses raisons. Et vous pouvez imaginer un nouvel appareil que vous pourriez utiliser partout. Mais aussi, il y a certaines choses que je fais différemment en public et en privé. Comme à la maison, j'ai un excellent système stéréo pour écouter de la musique. Et quand je marche dans le monde, j'utilise des AirPods et cela ne me dérange pas. Je pense donc qu'il y a des choses différentes dans les cas d'utilisation publique et privée, mais la polyvalence, je suis d'accord, est importante. Oui, qui vous suit avec, donc rien encore avant l'année prochaine peut-être, cela prendra du temps. D'accord, l'attente en vaudra la peine, j'espère, mais cela prendra du temps. D'accord, je suis excité, curieux, j'ai des réflexions. Donc, si vous deviez donner un conseil à un jeune de 25 ans en ce moment, que lui diriez-vous? Les conseils tactiques évidents sont probablement ce que vous attendez de moi, comme apprendre à utiliser les outils d'IA. C'est amusant de voir à quelle vitesse le monde est passé de dire, vous savez, à un jeune moyen de 20 ou 25 ans, d'apprendre à programmer, à la programmation, peu importe. Apprenez à utiliser les outils d'IA. Je me demande ce qui viendra ensuite, mais bien sûr, il y aura quelque chose après. Mais c'est un très bon conseil tactique. Et puis sur le plan plus large, je crois que des compétences comme la résilience, l'adaptabilité, la créativité, comprendre ce que les autres veulent, je pense que tout cela est étonnamment facile à apprendre. Et ce n'est pas aussi facile que de dire, par exemple, allez vous entraîner à utiliser ChatGPT, mais c'est faisable, et ce sont le genre de compétences qui, je pense, rapporteront beaucoup dans les prochaines décennies. Et vous diriez la même chose à un homme de 45 ans. Apprenez simplement à l'utiliser dans votre rôle actuel. Oui, probablement. Chaque fois que nous aurons votre définition personnelle de l'AGI, plus de gens travailleront-ils pour OpenAI après ou avant? Plus. Alors, oui, je vois beaucoup de gens en ligne dire « Oh, ils sont si bons ».
Pourquoi embauchent-ils des gens? Je réponds, parce que les ordinateurs ne peuvent pas tout faire. Ils ne feront pas tout. La réponse légèrement plus longue, avec plus d'un mot, est que il y aura plus de gens, mais chacun d'eux fera beaucoup plus que ce qu'une personne faisait, vous savez, à l'époque pré-IA générale. Than what one person did, in the pre-AGI times. C'est exact, ce qui est le but de la technologie.